Imaginez un criminel professionnel devenu l'un des espions les plus précieux de la Grande-Bretagne, un perceur de coffres jugé si dangereux par la police que sa photo était affichée dans presque tous les commissariats du Royaume-Uni. Cet homme que certains considéraient incapable de forcer une serrure est devenu l'agent britannique le plus fiable aux yeux d'Hitler et le seul Britannique à avoir reçu la croix de fer du régime nazi. C'était un homme qui a parachuté 2 fois en Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale avec des explosifs allemands, et pourtant il est revenu à Londres en héros plutôt que en traître. Comment ce charmant vaurien, laissant derrière lui une série de cœurs brisés et de coffres forts vides, est-il devenu l'un des agents doubles les plus importants de la Seconde Guerre mondiale ? Voici la véritable histoire d'Eddie Chapman, criminel séducteur, espion et agent double, dont la vie remarquable a oscillé entre les ombres de l'héroïsme et de la vilenie. Edward Arnold Chapman est né le 16 novembre 1914 dans le petit village de Burnopfield, dans le nord-est de l'Angleterre, 4 mois après le début de la Première Guerre mondiale. En tant qu'aîné de 3 enfants, Eddie a grandi dans la pauvreté, avec un père souvent absent en tant qu'ingénieur maritime et qui, plus tard, passait plus de temps à boire les bénéfices aussi bien de son pub délabré qu'à être avec sa famille. Bien qu'il ait montré de l'intelligence, les enseignants décrivaient Eddie comme paresseux, insolent et facilement ennuyé. Il séchait souvent les cours, ramassant des bouteilles de loi et de limonade abandonnées sur la plage pour les vendre et gagner de l'argent afin de passer des après-midi au cinéma. À 17 ans, Eddie Chapman a rejoint le 2e bataillon des prestigieux Coldstream Guards, mentant sur son âge et falsifiant la signature de son père. Sa carrière militaire fut brève. Après sa formation, il a été affecté, ironiquement, à la garde des joyaux de la couronne. Mais à la fin de 1933, Chapman a été démobilisé et n'a pas poursuivi son service. Son frère Winston affirmait que Eddie avait déshonoré les couleurs du roi en mettant une fille enceinte et qu'il s'était évadé du centre de détention militaire. Non seulement sa carrière militaire s'était terminée prématurément, mais la mort de sa mère en 1933 des suites de la tuberculose l'a dévasté et l'a finalement poussé à la marge de la société. Tout était en place pour son entrée dans le milieu criminel londonien. Eddie Chapman est arrivé à Londres au début de 1934. La vie nocturne vibrante et séduisante de Soho l'attirait et Eddie s'est rapidement rapproché des éléments criminels de l'ombre du quartier. Le vol de chèques, la fraude à la carte de crédit et le cambriolage étaient devenus ses principaux moyens de subsistance. Le curriculum vitae d'Eddie de ces années-là ressemble à un patchwork de petits boulots et d'affaires douteuses. Barman, masseur, figurant de cinéma, boxeur, catcheur et même danseur. Travailler comme barman lui a permis de cultiver des liens avec les réseaux criminels de Soho tout en maintenant une apparence d'emploi légitime. Au début de 1936, Eddie a épousé une femme nommée Vera Friedberg après l'avoir connue seulement 3 semaines. Le mariage était principalement un mariage de convenance destiné à aider Vera à obtenir la citoyenneté britannique. À la fin des années 1930, Eddie s'était forgé une réputation notoire de perceur de coffres grâce à son association avec le criminel professionnel Jimmy Hunt qu'il avait rencontré en prison en 1937. Bien qu'Eddie soit plus tard qualifié de maître perceur de coffres, en réalité ses méthodes étaient bien plus rudimentaires. Lui et ses complices criminels devinrent connus sous le nom de la bande à la gelée, en raison de leur habitude de faire exploser les coffres forts avec de la gélinite pour accéder à l'argent à l'intérieur. Ils ciblaient des entreprises comme les cinémas, les magasins coopératifs et les salles de danse dont ils savaient desquelles détenaient d'importantes sommes d'argent sur place. Au début de 1939, il était devenu l'un des hommes les plus recherchés de Grande-Bretagne, avec des articles sur ses crimes faisant la une des journaux nationaux toutes les 2 semaines. La loi finirait inévitablement par le rattraper. La police métropolitaine cherchait activement à l'identifier, lui et les membres de son gang, et Scotland Yard avait mis en place une cellule d'enquête dédiée. Le gang Jelly a décidé qu'il devait frapper des cibles plus éloignées, loin de la police qui les traquait dans les rues de Londres. Se rendant en Écosse, Eddie et ses complices ont réussi à rater un cambriolage à la coopérative St Cuthbert d'Édimbourg plus tard cette année-là. Les 4 cambrioleurs ont pris la fuite
poursuivis de près par la police, et ont finalement tous été arrêtés et jetés en prison à Édimbourg. Devant le tribunal, Eddie utilise un pseudonyme, Edward Arnold, et est libéré sous caution. Cela s'est avéré être une erreur coûteuse car Chapman s'est enfui une fois libéré. Le gang Jelly n'avait pas terminé. Le 4 février 1939, ils ont commis un autre braquage audacieux dans un magasin coopératif à Bournemouth, s'emparant de près de 500 livres. Mais Chapman savait que sa chance touchait à sa fin. Des bulletins de police avec sa photographie circulaient dans tout le pays et sa notoriété grandissait de jour en jour. Il savait qu'il devait se faire discret, alors il tourna son regard vers Jersey, dans les îles anglo-normandes, une étape qu'il pensait pouvoir le mener vers le sud, à Monte-Carlo, puis finalement en Amérique du Sud. À l'époque, il vivait avec Freda Stevenson à Shepherd's Bush, mais il quitta l'Angleterre avec Betty Farmer, qui ignorait apparemment tout de sa vie criminelle et probablement de ses autres petites amies. Le couple s'installa dans le luxueux hôtel de la plage, sur le front de mer de Jersey, et pendant la semaine suivante mena la grande vie, dépensant le reste de l'argent mal acquis de Chapman. Ce que Chapman ignorait, c'est que sa fuite vers Jersey était déjà connue de la police. Une lettre écrite par son complice Darry à sa petite amie ayant été interceptée. Un soir, alors qu'il dînait avec Betty et 2 compagnons masculins à l'hôtel, Chapman remarqua l'entrée de plusieurs hommes qui, selon lui, ressemblaient étrangement à des policiers en civil. Il s'enfuit aussitôt dans la nuit, laissant derrière lui une Betty déconcertée. Il faudrait de nombreuses années et de nombreuses aventures avant que le couple ne se retrouve. Eddie Chapman était maintenant vraiment dans de beaux draps. Il décida de cambrioler la boîte de nuit West Park Pavilion pour voler de l'argent afin de payer son passage hors de l'île. Il passa la nuit dans une pension miteuse, mais sa notoriété l'avait précédé, la propriétaire ayant signalé à la police que l'homme dont elle avait entendu parler aux informations ce matin-là logeait dans une de ses chambres. Le lendemain matin, Eddie Chapman se réveilla pour trouver des policiers au pied de son lit, qui l'arrêtèrent immédiatement. Cette fois, il n'y aurait pas de caution, et il plaida rapidement coupable de vol et d'effraction, écopant d'une peine de 2 ans de prison avec travaux forcés. Il aurait pu se considérer chanceux car c'était une peine bien moindre que celle qu'il aurait reçue s'il avait été jugé pour ses nombreux crimes sur le continent. Alors que l'été 1939 laissait place à l'automne, Eddie Chapman était assis dans une prison de Jersey, regardant à travers les fenêtres grillagées, tandis que la guerre en Europe s'intensifiait. Il pensait d'abord qu'il purgerait simplement sa peine et retournerait en Angleterre, espérant que ce serait une fois les combats terminés. Cependant, l'histoire en avait décidé autrement. Le 30 juin 1940, l'impensable s'est produit. Les forces allemandes ont débarqué à Jersey, faisant de cette île la seule partie des îles britanniques à être occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Soudainement, Chapman n'était plus seulement un criminel britannique, il était un citoyen britannique entre les mains de l'ennemi. Durant son emprisonnement, Eddie Chapman s'est adapté et a survécu en apprenant le français et en se liant d'amitié avec le prisonnier Anthony Farimus. Alors que la dure réalité de l'occupation nazie s'installait, Eddie a commencé à élaborer un plan astucieux durant l'hiver 1941. Chapman a écrit une lettre aux autorités allemandes, offrant ses services en tant que saboteur et espion. Les motivations principales de Chapman étaient doubles. Premièrement, obtenir sa liberté de la cellule dans laquelle il se trouvait, et deuxièmement, se venger de ceux qui l'y avaient mis, qu'il considérait comme les classes dirigeantes anglaises. N'ayant reçu aucune réponse à sa lettre, Eddie Chapman passa à l'action directe, se rendant directement au bureau de la commandanture allemande et demandant un entretien avec Herr von Stubnagel lui-même. Lorsque le sentinelle lui lança un regard en coin, Chapman déclara hardiment que son but était Geheim, secret. Le commandant allemand se montra d'abord méfiant envers ce volontaire inattendu qui demandait à rejoindre le service secret allemand. Eddie, utilisant le même charme qui lui avait bien servi dans le milieu interlope de Soho, présenta des coupures de journaux documentant son passé criminel. Le moment fut providentiel. L'amiral Wilhelm Canaris de l'Abwehr avait été chargé de mettre en place un réseau d'espionnage en Grande-Bretagne pour soutenir l'opération Scipion, l'invasion prévue de la Grande-Bretagne continentale par les nazis.
À la fin de 1941, Chapman fut transféré au Fort Romanville, un camp de prisonniers situé en périphérie de Paris, que les Allemands utilisaient pour détenir des prisonniers de grande valeur. Là, il fut interrogé par des officiers allemands, y compris ceux de la redoutable SS. Les Allemands furent impressionnés par les compétences qu'il avait acquises lors de ses activités criminelles, notamment son expérience avec les explosifs. Décidant qu'ils allèrent faire de lui un saboteur, Eddy se retrouva libéré de prison à l'été 1942 et transporté dans une élégante villa à Nantes. La villa, sous le commandement de Stefan von Grunung, servait de centre d'entraînement d'élite pour les agents du renseignement allemand. Ici, Eddy Chapman entra dans un univers surréaliste de formation à l'espionnage sous la tutelle personnelle du docteur Ackermann, le méticuleux maître espion allemand. Les journées d'Eddy Chapman devinrent un cours intensif d'espionnage. Les matinées ont été consacrées à la maîtrise des explosifs, y compris une technique particulièrement sournoise pour saboter les réserves de charbon, évider des morceaux de charbon, y insérer des explosifs, puis les refermer si parfaitement qu'ils n'explosaient que lorsqu'ils étaient jetés dans la chaudière d'une usine ou d'un navire ennemi. L'après-midi, il apprenait à envoyer et recevoir du morse assez rapidement pour échapper aux fourgonnettes de radiogoniométrie britanniques. Il a également été formé à l'utilisation de l'encre invisible et à la dissimulation de messages dans des objets du quotidien comme les doublures de vêtements, les dos de livres et les lacets de chaussures. L'ultime étape de sa formation était le saut en parachute. Son premier saut lui a valu une entorse à la cheville, mais au 5e, il était confiant et commençait même à apprécier la montée d'adrénaline. La confiance des Allemands envers Eddy augmentait à mesure que sa formation progressait, ce qui les amena à élaborer des plans pour sa première mission, qu'ils baptisèrent en grande pompe Opération Pastorius. À partir de ce moment-là, Eddy Chapman devait être connu sous le nom d'agent Fritz. Eddy reçut des papiers établissant son alias comme Edward Arnold, ainsi qu'un portefeuille en cuir contenant 1000 livres en billets neufs de la Banque d'Angleterre, soit plus d'argent qu'il n'en avait jamais possédé légalement. La cible principale de son opération de sabotage était l'usine d'aviation de Havilland à Hatfield, une installation cruciale pour la production de guerre britannique du bombardier Mosquito. Eddy était équipé de 2 postes radio pour la communication, l'un dissimulé dans une valise ordinaire et un poste miniature de secours caché dans une trousse de rasage. En décembre 1942, le moment de vérité est arrivé. Chapman devait sauter en parachute en Grande-Bretagne pour entamer sa mission. À minuit, il a été conduit à un aérodrome où un avion de reconnaissance Focke-Wulf l'attendait, moteur allumé. L'insertion ne s'est pas déroulée sans encombre. Lorsque l'appareil a atteint la zone de largage au-dessus du Cambridgeshire, Eddy a été sans ménagement poussé dehors par le répartiteur et est resté coincé un instant dans la trappe. Lorsqu'il s'est enfin libéré, Eddy s'est retrouvé à tomber dans un ciel d'un noir d'encre, la voile blanche de son parachute à peine visible au-dessus de lui. L'atterrissage a été catastrophique. Il s'est écrasé contre le sol gelé avec une telle force qu'il s'est gravement blessé à une vertèbre. La douleur était atroce, mais Eddy savait que se faire découvrir signifiait une mort certaine en tant qu'espion en temps de guerre. Eddy rassembla son équipement éparpillé dans le champ, l'émetteur radio, ses faux papiers et les explosifs, puis il commença à avancer péniblement à travers ce terrain sombre et inconnu. Eddy trébucha pendant des heures à travers les haies dans les champs, désorienté et de plus en plus désespéré. La silhouette d'une ferme apparut enfin à travers la brume du petit matin. En s'approchant, Eddy prit une décision cruciale qui allait changer le cours de sa vie et de la guerre elle-même. Il décida de travailler pour les Britanniques. Un fermier âgé répondit au coup frappé par Eddy, fusil de chasse à la main, méfiant envers l'étranger qui apparaissait avant l'aube. Eddy affirma être le lieutenant de vol Edwards, de la Royal Air Force, dont l'avion s'était écrasé à proximité. Il expliqua avec une urgence convaincante qu'il devait téléphoner à sa base. Le fermier, toujours méfiant, le laissa utiliser le téléphone. Au lieu d'appeler une base de la Royal Air Force, Eddy appela la police locale. Les autorités sur place ont immédiatement vu à travers son maigre couverture de la Royal Air Force. L'équipement d'Eddy différait nettement de celui des aviateurs britanniques. Ils étaient également sceptiques quant à sa proposition de travailler comme agent double. En quelques heures, il se retrouva dans une voiture aux vitres noircies, en route vers Latchmere House à Londres, qui abritait un centre d'interrogatoire nommé Camp Ovingd. Là, il fut interrogé par le colonel Robin Stevens,
connu dans tout le renseignement britannique sous le nom de Tin Eye, à cause de son monocle et de son attitude intimidante. Chapman géra habilement le flot de questions lancées contre lui par le maître interrogateur. Il déclara au colonel Stevens qu'il avait toujours eu l'intention de contacter les services de renseignement britanniques en tant qu'agent double dès l'instant où il était devenu espion allemand. Les agents du Military Intelligence 5 menèrent des enquêtes approfondies sur ses antécédents, allant même jusqu'à retrouver et interroger d'anciens associés d'Eddie de l'époque où il était criminel à Soho. Sa proposition de travailler comme agent double avait suscité un vif débat parmi les officiers du renseignement britannique. Son long casier judiciaire et sa vie avouée d'escroc et d'imposteur ne laissaient guère présager de sa fiabilité. Certains officiers du Military Intelligence 5 soutenaient qu'il devrait être interné pendant toute la durée de la guerre. Mais après avoir mené plusieurs longs interrogatoires, entrecoupés de séances où Eddie partageait avec enthousiasme tout ce qu'il avait appris sur les opérations de renseignement allemandes, le Military Intelligence 5 parvint à une conclusion remarquable. Dans l'ensemble, Eddie Chapman disait la vérité sur sa volonté de travailler contre les Allemands. Ayant passé la première épreuve, Chapman fut transféré au camp X, un centre d'entraînement près de Beaulieu, dans la New Forest. Chapman apprenait vite son passé criminel s'avérant être un atout plutôt qu'un handicap. Des années passées en dehors de la loi lui avaient donné le tempérament idéal pour l'espionnage, calme sous pression, débrouillard et à l'aise avec la tromperie. En janvier 1943, le Military Intelligence 5 désigna officiellement Chapman comme l'agent Zigzag, un nom de code qui reflétait parfaitement sa trajectoire imprévisible entre les services de renseignement allemands et britanniques. Zigzag fut affecté à la section B1A, dirigée par le lieutenant-colonel Tommy Attar Robertson, l'homme chargé de diriger le système Double Cross, l'opération de contre-espionnage qui contrôlait les agents allemands retournés. Cela comprenait de nombreux agents qui jouèrent un rôle clé dans l'opération Fortitude, le grand plan des Alliés pour tromper les nazis sur la date et le lieu du débarquement du jour J. Le défi immédiat était de savoir comment gérer la mission de sabotage confiée à Eddie par les Allemands. Le Military Intelligence 5 a décidé que la meilleure chose à faire était de simuler une explosion et d'envoyer de la désinformation aux Allemands. Cette opération de tromperie a été judicieusement baptisée Opération Pétard mouillé. Victor Rothschild, chef de la section anti-sabotage du Military Intelligence 5 et membre de la célèbre famille de banquiers, a personnellement supervisé la planification. Il devait avoir créé une explosion convaincante chez de Havilland, sans réellement endommager la production de guerre afin de convaincre les Allemands que Chapman avait effectivement réussi sa mission. Plus facile à dire qu'à faire, mais la solution était ingénieuse. Une petite explosion contrôlée serait organisée la nuit, lorsque l'usine serait vide. Des photographies de dégâts préexistants dans une autre installation seraient en prise, mais présentées comme les résultats du sabotage d'Eddie. Un journaliste complice serait prévenu afin de s'assurer que l'incident paraisse dans les journaux, fournissant ainsi une confirmation indépendante aux agents allemands d'Eddie. Chapman lui-même fut envoyé à Andon où il s'imprégna des moindres détails de son prétendu attentat, de l'emplacement exact de la pose des explosifs, du brouhaha et de la force de la détonation, jusqu'à l'odeur qui persisterait après coup. Mais tout n'était pas que travail acharné pour Eddie Chapman, toujours escorté par ses agents de le Military Intelligence, sans qu'il passait beaucoup de temps à acheter de nouveaux vêtements dans les meilleures boutiques de Londres et à fréquenter les pubs. Le Military Intelligence 5 découvrit bientôt qu'Eddie était un homme au goût de luxe. Dans une maison sûre, il demanda et reçut un gramophone avec des disques de jazz. Il buvait du champagne quand il y en avait et fumait des cigares plutôt que des cigarettes, disant à ses agents que s'il devait servir le roi et le pays, il devait être traité comme un roi lui-même. À l'approche de la date du retour d'Eddie Chapman auprès de ses agents allemands, le Military Intelligence 5 le prépara soigneusement à la dangereuse supercherie qui l'attendait. Ils lui ont fourni des informations militaires sélectionnées, authentiques mais obsolètes ou déjà connues des Allemands, afin d'établir sa crédibilité. Ils ont répété son histoire de couverture à plusieurs reprises, le testant avec les mêmes techniques d'interrogatoire agressives que ses agents allemands utiliseraient probablement. Alors qu'agent Zigzag partait pour l'Europe, le Military Intelligence 5 savait qu'il prenait un risque énorme avec Chapman. Ce n'était pas un agent ordinaire, et il jouait avec les enjeux les plus élevés imaginables.
Le Military Intelligence 5 a organisé son retour auprès de ses contacts allemands via Lisbonne, voyageant à bord du SS City of Lancaster au départ de Liverpool. Il a pris contact avec ses agents de liaison allemands via la légation allemande, il a remis ses renseignements soigneusement préparés, écrits à l'encre sympathique, et a raconté le succès de sa mission pour faire sauter l'usine de Havilland. Chapman fut rapidement renvoyé à Paris, où il subit un interrogatoire intense de l'Abwehr, notamment par son agent principal Stefan von Gröning. Chapman était dans son élément, et grâce à ses rapports convaincants sur le sabotage de l'usine de Havilland, le statut de Chapman fut immédiatement élevé à celui d'espion le plus performant de l'Allemagne. Pour cela, il reçut la Croix de Fer, devenant ainsi le seul ressortissant britannique connu à avoir reçu cette prestigieuse distinction militaire allemande pour avoir espionné au profit du Troisième Reich. Les nazis avaient une confiance absolue en leurs agents. Il les avait complètement dans sa poche. À ce stade, Eddie Chapman méritait bien des vacances, et les Allemands l'ont donc envoyé en Norvège. L'aspect vacances s'accordait parfaitement avec le fait qu'il puisse retrouver l'un de ses agents de liaison et recevoir une formation supplémentaire ainsi qu'un briefing pour sa prochaine mission. Peu de temps après son arrivée, à l'été 1943, il a rencontré une femme nommée Dagmar Lalem au Ritz d'Oslo. Ils passèrent leurs journées ensemble en faisant de la voile, nageant et s'aimant. Une parenthèse surréaliste de normalité au milieu du chaos de la guerre. Mais l'agent Zigzag n'a pas eu que du plaisir. Il s'est avéré que Dagmar travaillait pour la résistance norvégienne. Ils ont fait équipe pour recueillir des renseignements pour les Britanniques. Chapman était un photographe passionné et aimait prendre en photo sa nouvelle petite amie. Qu'elle pose principalement devant des installations et des fortifications militaires pendant qu'Eddie prenait des photos était sûrement une simple coïncidence. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et Chapman dut bientôt dire un triste adieu à Dagmar. Après 11 mois de repos et de détente clandestin, il était temps pour l'agent Zigzag de retourner dans la mêlée. Au début de 1944, Chapman se préparait à sauter en parachute en Angleterre pour sa deuxième mission d'espionnage. Sa mission était d'enquêter sur les raisons pour lesquelles les sous-marins allemands étaient produits et perdus en nombre sans précédent. La Kriegsmarine soupçonnait que les Britanniques avaient développé un nouveau système radar aéroporté capable de détecter les sous-marins en surface la nuit ou par mauvais temps, une perspective alarmante qui menaçait la viabilité de la campagne allemande dans l'Atlantique. Chapman devait collecter des informations sur les technologies radar et les tactiques britanniques de lutte anti-sous-marine. Il avait tenté de traverser la Manche depuis la Norvège à 2 reprises, mais à chaque fois, son départ avait été annulé. Pendant cette période, le cours de la Seconde Guerre mondiale tournait résolument en défaveur de l'Allemagne. L'invasion alliée décisive de la Normandie, ou le jour J, a commencé le 6 juin 1944. Cet événement a fondamentalement modifié le paysage stratégique, y compris la deuxième et dernière mission d'Eddie Chapman pour l'Allemagne nazie. Quelques jours après le jour J, les nazis ont commencé à lancer leurs bombes volantes sans pilote à réaction, les V1 vers Londres. Les bombes à impulsion, ou Doodlebugs, comme les appelaient les Britanniques, étaient à la carte maîtresse de l'arme secrète d'Hitler, rarement son dernier coup pour éviter la défaite. La mission de Chaplin a été réorientée afin d'informer les Allemands de l'efficacité de leurs nouvelles armes à longue portée, et de savoir si elles atteignaient leurs cibles à Londres. Eddie a reçu le meilleur équipement pour sa mission. 2 caméras, une nouvelle radio sans fil, une collection de poisons, un revolver et 6000 livres en espèces. Aux premières heures du 27 juin 1944, un avion Junkers solitaire a survolé Six Mile Bottom dans les fens de Cambridge. Le bombardier volait seul et Chapman craignait que l'avion ne soit abattu par ses propres compatriotes avant d'atteindre l'Angleterre. Pendant sa descente en parachute, il y avait du vent et une légère brume. L'atterrissage fut à nouveau difficile. Il s'écrasa violemment sur une route de campagne entre Cambridge et Newmarket, se cognant la tête et s'évanouissant brièvement. Après avoir repris ses esprits, il détacha son parachute et chercha aussitôt à contacter les autorités britanniques. La police contacta le Military Intelligence 5 qui, grâce aux interceptions ultra, était prêt pour le retour de Chapman. Après avoir rencontré la police, il fut vite conduit à Londres dans une Austin 7. En moins de 5 heures, Eddie Chapman déjeunait avec des agents du Military Intelligence 5 au Naval and Military Club, dirigé par son vieil ami le colonel Tommy Robertson. Mais les retrouvailles chaleureuses furent brèves.
Tout le monde au Military Intelligence 5 n'était pas ravi de revoir l'agent Zigzag. Son nouveau responsable, Michael Reid, considérait Chapman comme un fardeau et une source d'embarras, et il s'était donné pour objectif personnel d'expulser Chapman des services secrets britanniques à la première occasion. Le Military Intelligence 5 avait en fait déjà décidé que cette mission serait la dernière d'Eddie. Il était trop imprévisible, et l'inquiétude était qu'il pourrait causer plus de problèmes qu'il n'en valait la peine. Néanmoins, la mission de Chapman pour l'Allemagne offrait au Military Intelligence Hermannitan 5 une occasion importante de tromperie stratégique à laquelle il ne pouvait pas résister. Les Britanniques prévoyaient d'utiliser Chapman pour envoyer de la désinformation aux Allemands qui manquaient de rapports précis sur le terrain. Le plan consistait à exagérer l'impact des V1 dans les zones au nord et à l'ouest de Londres, tout en minimisant les rapports provenant du sud et de l'est. L'objectif stratégique était de tromper les Allemands pour qu'ils réduisent la portée des V1, détournant ainsi les attaques des zones densément peuplées vers des cibles moins importantes. Dans ses transmissions radio, Chapman indiquait systématiquement que les bombes dépassaient leurs cibles, atterrissant dans le nord et le nord-est de Londres plutôt qu'au centre-ville. En conséquence, les Allemands ont réduit leur portée, ce qui a entraîné la chute de nombreuses bombes sans danger dans des terres agricoles en dehors de la ville, sauvant sans aucun doute des milliers de vies civiles. Le samedi 1er septembre, les derniers sites de lancement de V1 dans le nord de la France ont été envahis, marquant la fin des attaques de Doodlebug. Environ 5500 personnes avaient été tuées et 16 000 gravement blessées au cours des 12 semaines depuis le début des attaques. Mais les efforts de l'agent double les ont rendues moins dévastatrices. Au moment où Paris a été libéré en août 1944, les indiscrétions d'Eddie Chapman en tant qu'agent et son manque de discrétion devenaient une source de préoccupation croissante pour le Military Intelligence Liaison. 5. Il ne pouvait s'empêcher de vanter ses succès qui lui étaient montés à la tête. La fin de l'agent Zigzag était inévitable. Au début de novembre 1944, alors que les Alliés avançaient envers Berlin et que le besoin de ses services diminuait, Eddie Chapman fut abandonné par le comité Double Cross. Le Military Intelligence 5 mit officiellement fin à son emploi en tant qu'agent Zigzag, et il reçut un paiement de 6 000 livres, ce qui équivaut à environ 260 000 livres aujourd'hui. Il fut aussi gracié pour ses crimes d'avant-guerre. On lui fit clairement comprendre que ses activités pendant la guerre étaient soumises à la loi britannique sur les secrets officiels. Les derniers mois de la guerre, Chapman vécut dans un étrange état de limbe. Bien qu'il ne soit plus activement employé par le Military Intelligence 5, il restait sous surveillance. Ses déplacements et ses contacts étaient bon surveillés par les services de renseignement britanniques qui craignaient d'éventuels failles de sécurité. Lorsque la victoire en Europe fut déclarée en mai 1945, Chapman célébra avec des millions de ses compatriotes. Alors que d'autres partageaient leurs récits de guerre, les contributions remarquables de Chapman restaient classifiées en vertu de l'Official Secrets Act. Le criminel devenu espion avait servi son pays avec un courage et une ruse extraordinaires, mais il ne pouvait en parler à personne. Après la guerre, Eddie Chapman retrouva Betty Farmer, la femme qu'il avait été forcé d'abandonner après son arrestation à Jersey. Leur relation a perduré malgré les années qui s'étaient écoulées et les nombreuses autres aventures amoureuses d'Eddie. Le 9 octobre 1947, ils se sont mariés discrètement au bureau d'état civil de Chelsea. Chapman a publié le premier récit de sa vie, l'histoire d'Eddie Chapman, en 1954. Cela couvrait certaines périodes en Allemagne, mais omettait toute mention de son travail pour le Military Intelligence 5. Ce récit sélectif a conduit les journaux à le qualifier de traître, des accusations qu'Eddie ne pouvait pas réfuter publiquement en raison des restrictions de l'Official Secrets Act. La vie d'Eddie après la guerre a été caractérisée par l'excès matériel et des entreprises commerciales variées. Il a possédé une succession de yachts, conduit une Rolls-Royce et même acheté un paquebot à un moment donné. Avec Betty, il a ouvert et géré plusieurs boîtes de nuit et un centre de remise en forme. La limite entre les activités légales de Chapman et le crime est demeurée ambiguë. Il a été lié à des opérations de contrebande à Tanger, et au début des années 60, il s'est retrouvé mêlé à un complot étrange impliquant le faux enlèvement de l'homme d'affaires Shiv Kapoor. En 1966, Eddie a finalement obtenu l'autorisation de publier la véritable histoire d'Eddie Chapman, qui révélait des aspects de sa carrière d'agent double. La réaction du public a été immédiate et enthousiaste. Il est devenu une célébrité instantanée, apparaissant dans les médias pour parler de ses exploits en tant qu'agent Zigzag. Le livre a ensuite été adapté en film sous le titre Triple Cross, mais l'homme n'a pas pu s'empêcher de retomber dans la criminalité,
étant impliqué dans une escroquerie à la monnaie nigériane dans les années 70. À mesure qu'Eddie vieillissait, ses entreprises légitimes s'effondraient et sa santé se détériorait considérablement. Les douleurs dorsales qui le tourmentaient depuis la guerre s'aggravèrent et un accident vasculaire cérébral dans les années 80 le cloua dans un fauteuil roulant. Ces dernières années se sont déroulées dans une maison de retraite privée près de St Albans et malgré le fait qu'il soit en grande partie alité, il continuait à divertir les visiteurs avec ses histoires et son charme irrésistible. Le 11 décembre 1977, Eddie Chapman est décédé d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 83 ans. Il laissa derrière lui son épouse, Betty, et ses filles Diane et Suzanne. La mort d'Eddie Chapman est passée inaperçue du grand public. Les rares nécrologies parues lui étaient généralement favorables, le décrivant comme un homme courageux qui avait servi son pays malgré ses méthodes et son passé peu conventionnel. Les exploits de guerre d'Eddie sont restés classifiés jusqu'en 2001 quand son dossier du Military Intelligence 5 a été révélé. A été publié aux Archives nationales du Royaume-Uni. Ces documents, comprenant plus de 1700 pages, ont révélé des détails jusque-là secrets sur sa vie d'agent double. Alors qu'Eddie Chapman avait reçu la croix de fer de l'Allemagne nazie, il n'a reçu aucune reconnaissance officielle du pays qu'il a finalement servi, la Grande-Bretagne. Eddie Chapman, le perceur de coffres-forts, l'amant, l'espion, le traître, le voyou et le héros, a défié toute catégorisation facile de son vivant et continue de le faire après sa mort. C'est une histoire non pas de pur héroïsme, mais de complexité humaine, de la façon dont les mêmes qualités qui font de quelqu'un un hors-la-loi en temps de paix peuvent le rendre inestimable en temps de guerre. Pourtant, malgré toute son ambiguïté morale, un fait demeure incontesté. Lorsque son pays en a eu le plus besoin, Eddie Chapman a répondu présent. Le perceur de coffres est devenu espion, le criminel est devenu agent, et l'agent zigzag a gagné sa place dans l'histoire cachée de la plus grande heure de la Grande-Bretagne.